Bonjour, vous écoutez Pause Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pause Report est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des formations, un studio de production de contenu, une plateforme de vidéos à la demande Sailors, ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report. Un petit mot avant de démarrer cet épisode pour vous informer que Tip & Shaft Connect revient pour sa 9e édition le 2 avril, cette fois-ci à Lorient, plus précisément au Palais des Congrès. Au menu, une journée d'échange autour des enjeux économiques et RSE de la voile de compétition. Pour les infos et les réservations, c'est sur le site tipandshaft.com ou sur nos réseaux sociaux. Par ailleurs, le Sailors Film Festival présenté par le CIC est également de retour avec une première date pour l'édition 2025 le 5 mars au Grand Rex, avant une tournée dans toute la France, au programme des films inédits et exclusifs et sur certaines dates la présence des marins sur scène. Infos et réservations sur le site sailorsfilmfestival.com. Bonjour à tous et bienvenue dans le 203e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip & Shaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le lundi 3 mars et pour ce nouveau numéro, je reçois un invité qui a annoncé récemment son retour sur le circuit mini cette année, 18 ans après avoir remporté la Mini Transat en proto, puisqu'il prendra le départ en mai de la Pornichet Select. Il est par ailleurs directeur de course de la Plastimo Mini Lorient, course 100% mixte, dont l'édition 2025 aura lieu dans un peu plus d'un mois, mais également directeur de course depuis l'an dernier du Tour de Belle-Île. Il est enfin directeur du Team Actual qui a récemment fait l'acquisition du Maxi Edmond de Rothschild, l'ultime jusqu'alors barré par Charles Caudrelier et qui le sera désormais par Anthony Marchand. Autant de raisons donc d'échanger avec notre invité dans ce 203e épisode. Vous l'aurez reconnu, il s'agit d'Yves Leblévec qui est chez lui au coin du feu du côté de la Trinité-sur-Mer, dont il est par ailleurs maire adjoint en charge du nautisme et du sport. Salut Yves. Oui, bonjour Axel. Dis donc, c'est impressionnant le nombre de casquettes que je finis par avoir. Exactement, justement, avant d'évoquer les multiples casquettes dont je viens de parler, on va peut-être parler rapidement de l'actualité de cette fin d'hiver avec un Vendée Globe qui va accueillir cette semaine ses 2 derniers concurrents, Fabrice Amédéo sans doute mardi ou mercredi et Denis Van Weinberg en fin de semaine. Yves, j'imagine que comme nous tous, tu as suivi avec intérêt cette 10e édition du Vendée Globe remportée par Charlie Dalin. Qu'est-ce qu'elle t'a inspiré cette édition du Vendée Globe? Eh ben écoute, c'était une belle course. Alors moi je me suis amusé, c'est la seule course que je fais, mais je me suis amusé à la faire sur Virtual Regatta, qui est quand même un super jeu, qui est vraiment super bien fait, hein, qui permet de vivre la course de façon assez sympa. Et évidemment à suivre avec les vrais concurrents dans la vraie vie, hein. Je pense, ce qui a marqué cette édition du Vendée Globe, c'est le degré de maturité technique et sportive de l'ensemble des concurrents. Et notamment, on le voit par rapport au nombre d'abandons, somme toute assez faible. Enfin, en tout cas, on est dans une proportion de bateaux qui terminent qui n'a jamais été aussi importante de toutes les éditions du Vendée Globe. Et pourtant, ça n'a pas été une édition particulièrement simple, hein. Ils ont pris du mauvais temps. Enfin, finalement, le mauvais temps serait parti assez bien. Et donc, je pense que c'est vraiment le signe, s'il y en avait besoin d'un, mais que la course au large est devenu adulte, c'est professionnalisé à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'il n'y a plus que les. euh, Auparavant, on pouvait imaginer qu'il y avait que les tops équipes qui étaient vraiment, qui abordaient leur préparation de façon rigoureuse et professionnelle. Et là, on voit que toutes les équipes aujourd'hui prennent le départ, tous les concurrents prennent le départ du Vendée Globe avec quelque chose de fort bien préparé et de bien réfléchi. Il y a aussi le circuit IMOCA qui est probablement pour beaucoup le fait d'avoir d'avoir mis en place un système de qualification
qui imposait à tous les bateaux de naviguer beaucoup. Ça va dans le sens de la fiabilité. On a vu des précédentes éditions du Vendée Globe où les gens avaient tendance un peu à mettre leur bateau sous cloche parce qu'on voulait surtout pas l'abîmer avant le départ et de se retrouver à avoir des gros problèmes quelques jours après le départ seulement. Là, les bateaux ont beaucoup navigué, les équipes sont solides et ça se voit dans les performances globales et surtout dans le ratio de bateaux qui terminent qui est énorme. Ouais, avec à l'arrivée un temps de 64 jours et quelques pour le vainqueur Charlie Dalin. Je crois que c'est Yann Elias qui faisait remarquer ça à l'arrivée. Le temps de Charlie, c'était le temps d'Orange 2 en 2002 sur le Jules Verne. Je crois que tu faisais partie de cette aventure du Jules Verne avec aux côtés de Bruno Perron. C'est quand même un gros gap qu'ont franchi ces bateaux sur cette édition. Bah exactement, on était avec Yann d'ailleurs à bord de Orange 1 en 2002. Ouais, Et effectivement, alors, euh, il y a tellement de choses qui ont évolué entre 2002 et 2024. Bon, ça fait 22 ans, mais euh, évidemment, la technique a évolué. Mais fallait imaginer qu'au moment où nous, on prenait le départ, ce trophée Jules Verne en 2000, en 2002, le record, il était à 72 jours. ouais, Euh, Nous, on était sur un bateau où on savait que si on bouclait le tour du monde sans faire de bêtises, on était à peu près garanti de battre leur record. L'objectif, c'était de battre leur record. Et on peut faire confiance à Bruno Perron sur ce côté très pragmatique qui était ne nous trompons pas d'objectif. L'objectif n'est pas de démolir leur corps, l'objectif est de le battre. Donc on a été aussi, c'est pas du tout pour minimiser la performance de Charlie, hein, mais on a navigué de façon, je me rappelle, c'est un équipier à bord qui avait dit ça à l'arrivée, on a navigué de façon très, comment, conservatrice. On était, conservatrice. Ouais. donc on n'était pas du tout à l'attaque comme ont pu naviguer les premiers du Vendée Globe quand on voit la façon dont Charlie a géré cette première dépression dans le sud, où les uns les autres, enfin en tout cas quelques-uns n'ont pas osé y aller, ce qui était parfaitement compréhensible, et que lui, il a décidé d'y aller en sachant que s'il gardait la cadence, il restait au-devant du plus fort du vent et de la mer, ce qu'il a fait, où finalement ceux de derrière, ils ont plutôt pris plus dur que lui. Voilà, il faut ce niveau d'attaque, ce niveau de prise de décision, pas de prise de risque, mais de prise de décision bien construite. Forcément, tu vas dans une logique de performance et puis tu navigues pas, t'es pas conservateur dans ta façon de naviguer, tu es à l'attaque. Ouais, Donc, clairement. et à la fois, les premiers jours de course sur le Vendée Globe, ils étaient grave en retard sur le timing, hein. Ça a été tout doucement au début. Tout à fait, tout à fait. Est-ce que tu as eu un coup de cœur sur ce Vendée Globe? Euh, ouais, alors un coup de cœur particulièrement, euh, je trouve que globalement, ouais, j'ai pas comme ça. Tu vois, à ta question, j'ai rien qui ressort, mais je trouve que il y a eu des prises de parole globalement assez réjouissantes. Enfin, tu vois, des choses des uns, des unes et des autres, des prises de parole qui étaient qui donnaient envie et il y en a qui ont fait des efforts de communication pour que on parle d'autre chose que de J3, J4 et de force de vent et de prise de riz, mais de partage d'aventures, de partage de sensations, de plaisir, et comment dire, avec des mots qui peuvent être compréhensibles par toutes et tous, parce que en faisant de la course au large, on ne s'adresse pas qu'aux passionnés de navigation, bien heureusement, parce que le public serait restreint, on s'adresse à tout le monde, tous les gens que ça fait rêver, et il faut être capable de parler avec son cœur. Donc je trouve qu'il y en a qui ont bien réussi
à s'exprimer et à exprimer leurs sensations. Ouais, ouais. J'imagine que tu as écouté, ou tu as entendu pas mal les conférences de presse, tout ce qui s'est dit à l'arrivée. Que penses-tu, par exemple, des réflexions d'un Jean Le Cam qui milite pour un classement, justement spécial pour les bateaux à dérive, vu maintenant l'écart qu'il y a, de performance entre les foilers et les bateaux à dérive qui n'avaient pas eu lieu, qui n'étaient pas si importants sur l'édition précédente. On sait aussi pour quelles raisons, notamment en raison de la météo. Bah, moi, tu sais, en fait, depuis que je fais de la course au large, dans toutes les séries, dès qu'il y a une innovation dans la série et que tout le monde n'est pas au niveau de l'innovation, ceux qui n'y sont pas militent pour faire un classement séparé pour ceux qui n'y sont pas. Euh, Au début, quand je faisais du mini, il y avait, bah, tu vois, c'était l'époque à peu près où Pogo 2 est sorti, bah, les Pogo 1 où ils voulaient un classement Pogo 1 parce que les Pogo 2, tu n'avais aucune chance. Après, tu Ouais, as les SCO qui sont arrivés. Alors, tu as les pointus qui voulaient leur classement pointu parce qu'ils n'avaient pas de chance contre les SCO. C'est, j'ai l'impression que enfin, je te prends l'exemple de la classe mini, mais dans toutes les classes, c'est un peu pareil. J'ai l'impression que ça correspond à l'évolution de l'architecture navale d'une manière générale, ça correspond à l'évolution de notre sport, et que fondamentalement, le classement sans foil, il se fait tout seul. En fait, tu vois, on ouais, voit bien, on sait bien que, en l'occurrence, c'est Benjamin Ferré qui a gagné dans les classements des bateaux à dérive, et on sait tous, enfin tous ceux qui s'y intéressent, et pour moi, il n'y a pas besoin de plus que de savoir ouais, ça et de l'institutionnaliser. Ça grave dans le marbre une situation qui sera peut-être plus valable dans 4 ans ou dans 8 ans parce que les choses auront évolué. Le bateau à dérive, ça n'existera plus. Et puis voilà. Bah, ouais, moi, ouais, je bien pense sûr. que voilà, pour moi, il n'y a pas besoin de l'écrire, de le graver dans le marbre. Ça se fait tout seul, en fait. Ouais, ouais. Tu as participé toi-même, pour finir sur le Vendée Globe, aux plus grandes courses, au large. Tu as fait le tour du monde, 2 fois sur le trophée Jules Verne, sous les couleurs, d'Orange. Jamais le Vendée Globe. Pourquoi? Est-ce que c'est une question de timing, d'envie, et pourquoi Yves Le Blevec, alors qu'il a beaucoup, beaucoup, beaucoup couru, n'a jamais couru le Vendée Globe? Bah, moi, je me serais. Alors maintenant, si je le fais, ce sera vraiment en mode croisière. Tu vois, faire un tour du monde, je le ferais bien, mais avec des escales un peu longtemps, si tu veux. Tu vois, un truc où je prendrais mon temps pour visiter la planète. Mais je l'ai jamais fait parce que c'est arrivé hein, dans les échanges qu'on a eus. En fait, ça fait 20 ans qu'on collabore avec Actual. Hein, la première fois qu'on s'est tapé dans la main, c'est en 2001, donc Ouais, ça fait presque 25 ans. Et on a monté plusieurs projets ensemble, et il est arrivé des moments euh, où j'ai proposé des projets à faire ensemble. Ça correspondait à une demande. C'est bon, bah voilà, Yves, la course au large, je sais bien, qu'est-ce que tu proposes, qu'est-ce que tu nous proposes, qu'est-ce qu'on peut faire. Et je me rappelle avoir proposé un projet Vendée Globe à une époque, c'était à peu près, tu vois, après qu'on ait fait du multi 50, donc en 2014-2015. Et moi, je m'imaginais bien sur un projet Vendée Globe étalé sur au moins 6-8 ans, c'est-à-dire sur 2 éditions, en se donnant le temps de faire une première édition avec un bateau existant et de façon à pouvoir construire une équipe et construire vraiment une expérience pour pouvoir revenir à l'édition d'après avec un projet gagnant. Donc oui, oui, j'ai proposé ça, mais il y a eu d'autres projets que j'ai proposés en même temps qui ont plus retenu l'attention de Samuel Tual, le président d'Actual. Donc ça s'est pas fait, mais et là-dessus, je n'ai aucun regret. ouais, 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 aucun regret. Tu as beaucoup navigué, j'imagine que tu as largement comblé, ça avec d'autres courses, notamment en ultime, si tu fais partie, de l'aventure, ultime depuis quasiment le début.
On va maintenant parler de ton actualité sur des beaucoup plus petits bateaux, parce qu'on va commencer par le Mini 650. Tu as annoncé récemment ta participation à la Pornichet Select début mai. Pourquoi replonger dans cette classe et dont d'ailleurs tu ne t'es jamais vraiment éloigné? Alors, c'est sûr, ça fait 2 ans, que, j'ai laissé de façon très volontaire, hein, de façon très calculée et comment, très réfléchie, ma casquette de skipper du team actuel à Anthony Marchand et je m'en porte très bien là-dessus, enfin j'en suis ravi. Et parallèlement à ça, je suis quand même assez présent sur les courses mini, en tant que directeur de course et ça à chaque départ de course, ça donne quand même pas mal envie, hein, de voir les uns les autres quitter le ponton, prendre le départ, naviguer, revenir, voir des grands sourires sur les pontons, voir des litres de bière qui se vident après, en refaisant la régate. Enfin tout ça, c'est quand même très réjouissant, tu vois. Dans enfin, dans toute la course au large, mais plus particulièrement dans la classe mini, il y a énormément d'enthousiasme et de plaisir à naviguer. Et c'est quand même ça le moteur essentiel. Et puis, bah, c'est arrivé tout simplement à la soirée des 30 ans de la classe mini là, en décembre dernier à Lorient, où en discutant avec un des animateurs de la flotte série, qui me dit: «Mais non, Yves, ça serait bien, ça serait bien que tu viennes faire une épreuve avec nous.» Donc je lui dis: «Non, mais attends, moi, là, quand je vois le niveau qu'il y a en mini aujourd'hui, ça navigue bien.» Je dis: Mon ego s'en remettra jamais, quoi. Je vais, je risque quand même de prendre une sacrée tôle et enfin, c'est la première réponse que j'ai faite. Et puis en discutant un peu, et puis moi-même en réfléchissant à ma réponse, je me dis que c'était quand même, c'était pas une bonne réponse en fait, parce que mon ego, ça regarde que moi. Et, l'idée était plutôt sympa, donc ça a fait son chemin. Et du coup, je me suis tapé dans la main avec un membre de Orlabet pour qui me prête son bateau, enfin qui me met, voilà, je bricole un peu sur son bateau et je participe avec lui à l'entretien de son bateau et je navigue avec lui et en contrepartie, il me prête son bateau pour la Select. Donc je trouve un bon deal. Et du coup, bah, je m'entraîne parce que le mini, entre les années 2000 où quand je faisais du mini globalement, si tu voulais être bien classé, fallait juste bien préparer ta nave, avoir les bonnes configurations de voile, aller à peu près droit entre chaque marque et pas trop faire de grosses boulettes. Et à partir du moment où tu faisais ça, bah, tu étais quand même tout de suite dans le coup. Maintenant, ça suffit pas, quoi. Faut faire zéro erreur du début à la fin si tu veux espérer être en top 10, quoi. Ouais, ouais, c'est clair. C'est qui le ministre qui a planté la petite graine? C'est Amaury Guérin. D'accord, OK. Amaury Guérin qui est effectivement un des cadors aujourd'hui de la classe. Ouais, ouais, qui est vraiment, moi je trouve qui est assez représentatif de cette génération de coureurs qui sont à la fois des gens assez brillants. Il a un parcours d'études assez impressionnant, tout en menant un projet mini de façon très performante. Il y a des gens qui ont euh, comment enfin moi je suis admiratif de ce parcours, ce type de parcours-là. Je crois que j'ai regardé en préparant cet épisode, j'ai regardé ta dernière course en mini, c'est en 2015. Tu remportes la Lorient-Bretagne Sud, qui était l'ancien nom de la place Timo, avec David Baudard sur le 865, un proto signé David Raison. C'était d'ailleurs, si je me souviens bien, un des premiers bourrons. Aujourd'hui, la flotte a quand même beaucoup évolué. Mais ça t'a fait quoi quand tu as commencé à renaviguer? Est-ce que c'est facile de reprendre tes repères? Raconte-nous un peu. Est-ce que déjà tu as déjà beaucoup renavigué depuis que tu as décidé de te lancer sur la Pornichet Select? Et raconte-nous un peu comment ça se passe.
Et bah, tu vois là, on est lundi soir, il y avait entraînement, hors la baie, samedi, dimanche, donc j'ai navigué, il y avait un peu d'air, il y avait 20-25 nœuds, donc c'était un peu tonique et on s'est fait un offshore, d'une soixantaine de milles, samedi et puis, des entraînements manœuvres, vitesse dimanche. Heu, j'ai un niveau de courbature aujourd'hui, mais c'est hyper dur. Heu, j'ai mal aux mains parce que les boots, ils sont tout petits et je suis mais vraiment, nettoyé et et alors, effectivement, les bateaux sont petits. Tu dis: «En mini, c'est petit, les efforts, c'est facile, c'est des petits bateaux». Mais les bateaux commencent à être bien puissants et puis, tu es, en permanence, hyper mal, installé, toujours un peu accroupi, toujours tonique, les bateaux, bougent beaucoup. Enfin, tu vois, tu es en proprioception en permanence et oui, ouais, les bateaux sont, je me rappelais pas comment c'était si dur. Alors très honnêtement, quand je faisais du mini, j'avais entre 30 et 40 ans. Là aujourd'hui, j'en ai quasi 60, donc ça joue probablement dans le niveau de courbature. Mais non, non, c'est vraiment hyper engagé. Et puis les bateaux, ils ont évolué, c'est très rapide. Là, j'ai un joli bateau de série, hein, c'est le TM de chez, Technologies Marines, qui est un bateau fabriqué par Charlie Capel, qui est dessiné par Seb Magnin, qui est quand même une légende de la classe Une mini, légende, assisté ouais. de, enfin, où il a collaboré avec Benoît Cabaret. C'est vraiment un joli dessin. Le bateau, il va vite. C'est très impressionnant, hein. Enfin, la vitesse des bateaux au reaching, c'est assez incroyable. En gros, tu es au reaching bien réglé, tu as un peu plus de vent, ça se met à agiter, tu te dis bah, ça va partir au loft, mais en fait, ça continue à aller tout droit, ça fait que accélérer. Et c'est vraiment impressionnant. Et le niveau global sportif là, du groupe dans lequel je navigue, mais qui est plutôt, on va dire, c'est un groupe moyen dans les groupes d'entraînement, en manœuvre, en stratégie, en vitesse, en réglage, on est vachement élevé. On est à un niveau de, comment dire, de partage d'informations qui est vachement haut, hein. Donc, non, c'est vraiment, on se creuse la tête en permanence pour aller plus vite et il y a du boulot. L'objectif, c'est de faire juste une course, la Pornichet Select, ou d'aller faire un peu plus de courses, sur le circuit cette année? Bah, vu comme ça fait mal au dos, je vais déjà me faire une course. Et puis, je me fais pas de plan particulier. Moi, je trouve l'idée plutôt sympa. Enfin voilà, c'est cette idée-là qui est sympa. Mais je m'imagine pas, et puis je m'imagine vraiment pas faire une mini. Enfin, je vois l'engagement que ça représente de faire une mini, l'engagement professionnel, humain, personnel, familial. Euh, je suis pas du tout, je suis pas du tout prêt. Enfin, voilà, c'est pas du tout l'idée. Alors, faut jamais dire jamais, mais c'est pas forcément la démarche. Tu vois, au sein du team actuel, on a des collaborateurs, hein, qui ont fait la mini, qu'on a accompagné dans ce projet mini, parce que c'est un projet que je trouve vraiment sympa. Mais l'année de la mini, même si on aménageait leur temps de travail, on les a quand même un peu perdus, quoi. C'est-à-dire, cette course-là prend beaucoup de place. Donc, c'est pas facile à concilier avec une vie professionnelle, honnêtement. Bon, pas encore de 4e mini transat, au programme, d'Yves Le Blevec alors? C'est pas dans les tuyaux. Mais encore une fois, il faut jamais dire jamais. Tu navigueras du coup, sur la Pornichet Select sous les couleurs d'Actual? Actual t'accompagne sur cette course? Non, c'est vraiment un projet très perso. Ouais, d'accord. Le bateau est blanc, les voiles sont blanches. Le bateau s'appelle de son nom de baptême, qui s'appelle Fairly, et c'est un projet perso, en fonds propres et à titre, totalement, ouais, totalement perso. Et je navigue sur mes week-ends. D'accord.
Tu es par ailleurs, comme je disais, en préambule, directeur de course de la Plastimo Lorient Mini. Il y a 2 ans avec, Lorient Grand Large qui organise la course, vous avez fait le pari, de rendre cette épreuve, 100 mixte. Quel est un peu le bilan que vous faites, 2 ans après, cette grande première? Il y a aussi eu la Transat Paprec en Figaro, mais en Mini, c'était une grande première. Eh ben, écoute, je pense que la Plastime Lorient Mini double mixte, plus personne pose la question, mais vraiment. Moi, ça me réjouit de savoir que c'est plus une question, que c'est même plus, enfin, c'est plus un questionnement, c'est même plus, enfin, voilà, c'est devenu une évidence. Je vois aussi que les inscriptions dans le même ordre d'idée à la Transat Paprec, euh, où les inscriptions ont eu un peu de mal à démarrer. Je pense que c'est en train de bien prendre, je ne sais pas combien ils en sont, mais j'entends parler de pas mal de projets. Donc le double mixte, il attire vraiment. Euh, je ne vais pas te lister tous les arguments des grincheux qui ont dit que ça marchera jamais, mais parmi le plus comment dire, le plus prégnant dans les arguments, c'était euh, on n'arrivera jamais à trouver autant de filles motivées. Enfin, ça va diminuer le nombre de bateaux au départ. Là, aujourd'hui, la course, elle est ouverte à 80 bateaux. Il y a aujourd'hui 84 ou 85 bateaux sur la liste. Donc, on sait qu'il y a toujours des désistements et autres, mais ça va se courir entre 70 et 80 bateaux. Je suis convaincu, alors ça c'est plus une sensation, que ça permet à des tas de femmes de naviguer, alors que s'il n'y avait pas cette opportunité du double mixte, eh bien personne ne penserait les inviter à naviguer. Ça c'est une certitude et ça marche très bien. On va faire bientôt dans les inscrits, on va faire là dans une statistique pour voir le nombre de bateaux parce qu'il y a un distinguo entre skipper et co-skipper, tout simplement parce que c'est les gens qui naviguent à la saison sur leur bateau en tant que skipper et voir un peu la proportion. Mais vraiment, ça fonctionne très bien et moi, ce que j'ai entendu pour conclure là-dessus de toutes les femmes qui naviguent en double à l'occasion d'un double mixte, lorsqu'on pose la question du quota, hein, parce que ça reste un quota, ça reste une obligation il n'y en a pas une que ça empêche de dormir, de naviguer parce qu'elles ont bénéficié justement d'un quota double mixte. Il n'y en a pas une qui se sent offusquée parce que grâce à des courses en double mixte, elles peuvent faire de la course au large. Au contraire, c'est plutôt des bonnes idées, quoi. Ça, c'est pour répondre à des arguments qu'on entend trop souvent de gens qui n'y penseraient même pas, en fait. Finalement, c'est quand même un marchepied idéal pour, justement pour mettre quelque part le pied à l'étrier de ces femmes qui n'osent peut-être pas se lancer dans la course au large et se rendre compte, en participant à une course en double comme ça, double mixte, que finalement c'est peut-être pas si inaccessible. C'est un peu comme ça aussi que tu le vois? Ouais, ouais, donc ce double mixte, ça marche, et puis c'est vraiment chouette. Et encore une fois, hein, euh, la classe mini a ce côté très particulier où il y a énormément d'enthousiasme et de plaisir et de fraîcheur, enfin quelque chose de très rafraîchissant. Pour moi, c'est assez nourrissant hein, de côtoyer ces jeunes qui naviguent avec beaucoup d'énergie. Monter un projet, c'est compliqué, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup d'engagement. Et ça fait vraiment plaisir à côtoyer des gens comme ça. C'est en général des jeunes gens. Hein. Là, je vais vraiment faire partie des vieux. Euh, mais euh, mais c'est vraiment sympa. Et puis, du coup, de voir des nouvelles têtes et des nouvelles navigatrices, c'est vraiment sympa. Vous étiez aussi engagé l'année dernière avec Actuel sur le circuit Figaro, hein, avec Jacques Delcroix qui sortait justement de la classe mini. Quel est un peu le bilan que vous avez fait avec lui de cette année en Figaro? Tu l'as suivi de près? Comment ça s'est passé?
Bah écoute, c'était intéressant. Et après, il y a eu un vrai choix qu'il a fallu faire, et c'était quand même très conditionné avec Actual sur la décision de racheter Gitana, qui est devenu Actual Ultimate 4. Une décision assez stratégique au niveau de Actual, qui était vraiment de concentrer les forces et l'énergie du team actual sur le projet ultime. Et donc, le côté la solitaire du Figaro, c'est vraiment quelque chose sur le plan sportif qui est assez passionnant, hein. C'est là où on forme, enfin, c'est la voie pour former les marins de course au large, qui est quand même une voie assez idéale. Le niveau est très élevé. Et tu peux en parler à Anthony, hein, qui en a fait beaucoup et qui a énormément appris là-dedans. Mais là, on était, bon, voilà, il y avait une décision stratégique et un choix à faire, et on a décidé de se concentrer sur l'ultime, et je te garantis qu'il y a du boulot. J'imagine, on va en parler tout à l'heure. Pour continuer un peu sur toutes tes casquettes, tu es depuis l'année dernière directeur, de course du Tour, de Belle-Île. Comment ça s'est fait, quoi? Pourquoi avoir accepté cette casquette en plus? Bah, alors, moi, l'activité direction de course, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Euh, je trouve que c'est un joli complément, en fait, de pouvoir faire partager à l'ensemble des navigateurs la compétence qu'on acquiert en tant que skipper professionnel, en tant que navigateur professionnel. C'est vraiment quelque chose d'intéressant. Moi, l'idée me plaît beaucoup. C'est aussi l'occasion euh, d'intégrer parfaitement, complètement l'écosystème enfin ouais, l'écosystème complet d'une course au large. C'est-à-dire, il y a à la fois un organisateur, il y a les autorités maritimes, hein, au sens large, parce que l'espace maritime est quand même régi par on peut pas faire tout et n'importe quoi, faut se caler. Et puis quand ça part un peu en cacahuète, on est bien content d'avoir des dispositifs qui se mettent en place pour venir nous chercher, donc faut en tenir compte. Et puis les coureurs, enfin tout ça, c'est beaucoup de gens qui cohabitent. Moi, d'être un peu le relais de de tous ces gens-là, je trouve ça vraiment intéressant. Et puis le Tour de Belle-Île, moi, c'est une épreuve. Je les ai pas toutes faites, mais j'ai dû en faire, mettons, une sur deux en moyenne quand j'étais là et quand je pouvais. J'ai toujours trouvé cette épreuve passionnante. Enfin, c'est vraiment une super idée. C'est la seule épreuve pro-am qui existe dans la régate, avec une expérience en fait. Comment la baseline, elle est hyper simple, hein, c'est 3-2-1, partez, tu fais le tour de Belle-Île et tu reviens, et le premier arrivé à gagner. Enfin, tu vois, Ouais, ouais. ça tient en trois lignes, et tout le monde est capable de comprendre le principe. Alors évidemment, quand tu grattes un peu, tu as différentes catégories, tu as des temps réels, des temps compensés, des machins, tu as le grand tour, le petit tour, parce que tu as des histoires de catégories de navigation qu'il faut respecter. Donc tu fais le tour de Belle-Île ou à l'extérieur ou à l'intérieur. Mais tout ça, c'est quand même une grande fête et une expérience partagée par toutes et tous. Et demain, je m'appelle Jean-Michel et je suis propriétaire de mon Cal 760, je dis ça au hasard, mais ça pourrait être n'importe quoi, et je veux faire le tour de Belle-Île. Et ben, le samedi 10 à 10 h, je serai sur la même ligne de départ que Actual d'un côté, et je sais pas, Paprex, il est là de l'autre côté. Enfin, tu vois, des bateaux légendaires de course au large qui vont jouer au même moment, au même départ, sur le même parcours que moi. Ça c'est quand même. Euh, euh, Moi, Ouais. je trouve ça génial. Le concept est absolument génial. Donc, d'être
d'être aux manettes de cette épreuve-là, enfin aux manettes techniques et sportives de cette épreuve-là. Moi, j'en suis ravi. Cette casquette de directeur de course, est-ce que tu as pour ambition de la développer? Est-ce que, un jour, tu pourrais te retrouver à la tête, directeur de course de la Solitaire du Figaro, de la Transat Jacques Vabre, de la Route du Rhum ou du Vendée Globe? Est-ce que tu te verrais, continuer un peu plus, à en faire un peu plus, avec le temps? Et ben, je sais pas si moi je me vois, mais il y en a pas mal qui me voient parce que je refuse pas mal de propositions. Ah ouais, Et en fait, aujourd'hui, mon métier, mon activité principale et on va dire mon plein temps normal, c'est directeur du team actuel. Ces activités de directeur de course, je les case en temps masqué sur mes temps libres, en quelque sorte, hein, mais donc je me limite à des courses qui durent pas longtemps ouais. et qui se font sur des week-ends et qui me permettent de concilier la direction de course et mon activité professionnelle. Et du coup, ça m'arrive régulièrement de refuser des propositions de format bien plus enfin, prestigieux, en tout cas plus important ou plus long, mais où c'est pas compatible avec, où il faudrait que je change de métier. Et j'ai pas du tout envie de changer de métier. Bien sûr. Avant de parler de finir justement sur sur toute la page, directeur du team actuel, un petit mot sur une de tes dernières casquettes. Tu es donc, maire adjoint à la Trinité-sur-Mer en charge, du nautisme et du sport et tu es aussi, je crois, vice-président du centre d'entraînement Orla-Baie, qui a été lancé, si je ne me trompe pas maintenant, il y a un peu plus de 2 ans. Comment se porte, ce centre d'entraînement? Raconte-nous un petit peu comment il s'est développé. Et ben écoute, en Labay, ça fonctionne vraiment bien. Il y a un rythme de croisière au niveau de l'association qui a été trouvé. Il y a Antoine Croisière, qui était le président fondateur, qui a laissé la main à Éric Nigon. Éric Nigon, que les navigateurs connaissent bien, hein, qui a pas mal navigué sur pas mal de supports. Bon, Antoine, le président historique, est toujours là, mais un peu en back-office. Ben, on partage la vice-présidence ensemble. Il y a plusieurs groupes qui fonctionnent bien. Bon, les catégories qui font plus de résultats aujourd'hui, ce sont les IRC, parce qu'il y a une tradition d'IRC, notamment d'IRC double, qui s'est développée ces dernières années, et la Trinité-sur-Mer était quand même naturellement un pôle assez important là-dedans, et ça navigue très bien. Alors c'est une clientèle, là aussi, composée pour la plupart d'amateurs, mais amateurs, ça veut dire qu'ils ont un métier à côté, mais pour beaucoup, ils abordent la navigation de façon pas du tout amateur. Et ça fonctionne bien. Il y a un groupe mini qui fonctionne bien, qui est rempli, hein, on est full. Et alors le groupe mini, il est très, bah, par définition, très hétérogène, hein. C'est qu'il y a des projets de gens qui sont expérimentés et qui vont pour faire des résultats, mais autant il y a des projets de gens qui apprennent, qui découvrent la course au large. Donc il y a les uns nourrissent les autres. Il y a un projet classe 40 là, qui devrait bien redémarrer cette année, où il y a pas mal de classe 40 qui se basent à la Trinité-sur-Mer, et on devrait avoir des bons entraînements et j'espère des résultats. Il y a également un projet Figaro où l'année dernière, il y a un Figaro qui a été affrété par Orlabay avec le soutien de l'aglo, hein, de ACTA, Auray Quiberon Terre Atlantique, qui est l'aglo dans lequel est la Trinité-sur-Mer et qui a soutenu le projet sur un projet Tourvoile qui a failli, où le bateau Orlabay était ouais, terminé deuxième du Tourvoile Ouais. et à égalité de points au départ de la dernière manche. Donc c'était vraiment hyper serré. Et ça, c'est un super projet parce que le Tourvoile, dans sa nouvelle configuration, donne vraiment la place aux jeunes et aux féminines d'ailleurs. Et ça tient vraiment son rôle d'agitateur de talent et de permettre à des tas de jeunes talents qui viennent de la voile légère de passer en course au large.
Et donc cette année, il y a à nouveau le Figaro hors la baie, euh, dont la principale vocation est vraiment de faire naviguer des jeunes. Et aujourd'hui, le Figaro va être. Alors, on est dans la série Figaro Academy, c'est-à-dire Ouais. avec cet équipage constitué de 4 personnes, dont deux moins de 26 ans et une féminine. Et le bateau va courir toutes les épreuves de saison, le Spi West France, le Trophée Laura Verne, qui est avant le Spi West France, le Grand Prix de l'École Navale, et puis une ou deux épreuves. On est encore en train de comment le budget n'est pas totalement bouclé pour ce support-là, donc on n'est pas sûr d'être au départ du tour voile, ce qui serait vraiment dommage, mais on n'est pas comment on peut encore boucler le budget et c'est vraiment des belles opérations. Très bien, on va maintenant passer à l'ultime. On va finir par les plus grands bateaux donc ce team actuel dont tu es le directeur. La grande info, c'est bien évidemment l'acquisition par le team de Gitana 17, Maxi Edmond Rothschild, qui était jusqu'ici barré par Charles Caudrelier. Tu avais plus ou moins annoncé que vous étiez en négociation au printemps dernier. Je me souviens, on en avait parlé tous les deux. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu les coulisses de cette vente ou de cet achat pour vous? Alors, bah écoute, c'est assez simple, hein, tu dis bonjour, il vaut combien ton bateau? Bon, ça c'est un peu cher, ouais, ok, bon bah à ce prix-là je te le prends, et puis voilà. Enfin, voilà, en fait il y a une transaction qui s'est faite. Euh, on a quand même pas mal travaillé et ça s'est vraiment bien passé pour, euh, pour faire en sorte de savoir exactement ce qu'il y a avec le bateau, parce qu'on arrive à des bateaux dont le prix même du bateau correspond évidemment aux matériaux qu'il a fallu consommer pour le construire, mais c'est surtout toute la matière grise qu'il y a avec, toute l'intelligence, toute la connaissance qu'il y a autour du bateau. Et ça, c'est quand même beaucoup plus difficile à définir que de compter le nombre de poulies et la longueur des bouts et le nombre de voiles. Donc il a fallu bien cerner ça, ça s'est vraiment bien passé. Et ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, euh, on est propriétaire d'un bateau qui permet de prétendre à la victoire sur les épreuves ultimes, sur la Transat Jacques Vabre à laquelle on va participer en 2025 et la Route du Rhum en 2026 et l'Arkea Ultimate Challenge en 2028. Voilà, notre programme, il est déjà bien tracé. Et, euh, comme les ambitions du projet sportif correspondent aux ambitions du groupe actuel, hein, qui s'est considérablement développé. Et aujourd'hui, on a un bateau qui nous permet de se positionner en vainqueur potentiel des épreuves, ce qui était de plus en plus le cas jusqu'à présent, mais jamais autant qu'aujourd'hui. Et c'est sûr que nous, côté team actuel, ça nous fait évoluer énormément, ça nous demande d'évoluer énormément, où jusqu'à présent, notre contrat, c'était d'être au départ des courses et de les terminer à une meilleure place possible. Aujourd'hui, on est évidemment un peu attendu au tournant, donc il y a le bateau qui arrive, qui est une machine extraordinaire, et puis il y a aussi le team actuel qu'on va faire grandir et qu'on va dimensionner à la hauteur de ce bateau-là. Donc on est en train de vraiment passer un gap à tout point de vue avec un nouveau bateau et aussi une équipe qui va se développer et notamment une partie performance, gestion de la performance au sein de l'équipe qui se développe considérablement. Ça veut dire que vous êtes en phase de recrutement en ce moment. Tu peux nous en dire un peu plus? Quel profil vous allez intégrer? Ouais, ça va. L'équipe va s'étoffer. Là, on est en train d'y travailler, de définir de quel côté, mais l'équipe on va internaliser des compétences auxquelles on faisait
appel plutôt en extérieur auparavant. Vous disiez, au moment où vous vouliez acheter ce bateau que le préalable était de vendre, l'actuel, Actual Ultime 3 qui s'appelle encore, comme ça. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que le bateau, est vendu aujourd'hui? Alors il y a beaucoup de discussions. Mais c'est pas vendu, c'est pas signé, hein, il est encore disponible. Le bateau est à le Actual Ultime 3, donc, est à la Trinité-sur-Mer. Il navigue. Demain, ça navigue parce qu'en fait, euh, on profite d'avoir le bateau disponible à la navigation pour euh, comment organiser et construire nos protocoles de performance justement qu'on va appliquer. Il y a tout un tas de choses qu'on met en place et il y a énormément de choses qu'on peut faire sur un bateau et transférer sur l'autre. Donc là, on travaille vraiment avec Actual Ultime 3 sur ce qu'on va mettre en place en procédure sur Actual Ultime 4. Donc le bateau est prêt à naviguer. Il est toujours disponible à la vente et on travaille sur deux axes qui avancent les uns et les autres. Il y a les gens qui viennent de la course au large, typiquement des gens qui, par exemple, autour du Vendée Globe, hein, qui en sont à leur deuxième, troisième Vendée Globe et qui s'interrogent sur ce qu'ils aimeraient faire, aimeraient proposer comme euh, autre type de projet. Donc ça, c'est des discussions qui avancent, plutôt, enfin de mon côté, enfin du côté réseau course au large. Et puis dans le même temps, on essaye aussi de faire venir des nouveaux sponsors, des gens qui ne sont pas aujourd'hui dans la course au large, mais qui pourraient, au travers de ce bateau-là, rentrer dans la classe ultime et en leur proposant clé en main, ce serait beaucoup dire, mais en tout cas en leur proposant des solutions pour que même en n'ayant aucune expérience, ils puissent avoir un projet classe ultime euh, qui leur permette de construire quelque chose. D'accord, ouais. Tu nous dirais les prix de tout ça? Combien vous avez acheté Gitana et combien vous vendez Actual Ultime Là, 3? moi, là, honnêtement, je préférerais que ce soit Samuel Tual qui te parle de ces notions d'argent, parce que, enfin voilà, je serais plus à l'aise On lui avec ça que posera ce la soit question. lui qui dise. Pas de problème, pas de problème. Quel va être le programme dans les prochains mois du bateau? Est-ce que vous le faites, j'imagine qu'à ce stade-là, vous n'allez pas le faire évoluer, mais qu'est-ce que vous faites en chantier? Quelle est la date de mise à l'eau et quel va être le programme sur cette première saison sous ce nom d'Actual Ultime 4? Bah là, notre programme, là, le bateau, comment dire, on est responsable du bateau aujourd'hui. Il est très précisément sur l'anneau de Clermont à Lorient. On attend il y a un hangar dans lequel il va rentrer qui n'est pas tout à fait terminé et on est dépendant de retard pris par enfin, le bâtiment qui nous empêche de rentrer le bateau aussitôt qu'on aurait voulu. Donc dès que le bâtiment est terminé, on rentre le bateau pour lui faire une nouvelle peinture et une nouvelle couleur. Donc il y aura une nouvelle déco actuelle Ultime 4 qui sera dévoilée à la sortie de chantier euh, fin juin, début juillet. À partir de là, ça va s'enchaîner à un rythme bien cadencé, euh, parce que fin juillet, il y a la Fastnet, et que notre objectif, c'est de faire la Fastnet. Alors, euh, aujourd'hui, ça rentre dans le timing, mais faudra pas qu'il y ait un grain de sable dans les rouages, hein, donc je suis encore très prudent. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est l'objectif que je donne à toute l'équipe, qui est que il faut que dès que le bateau soit à l'eau, le bateau soit prêt le lendemain à naviguer, et le surlendemain d'être à Cove pour prendre le départ. Euh,
Donc ça, c'est notre objectif. Après, il y a l'acquisition de tous les paramètres du bateau. Ce à quoi on travaille déjà, parce que ça fait partie des bateaux comme la plupart des Ultimes aujourd'hui qui ont leurs jumeaux numériques qui tournent sur un ordi, sur un écran. Et donc, il y a énormément de paramètres qu'on fait déjà tourner à terre de façon numérique. Et ça, c'est quelque chose qui se développe énormément. Et là, là-dessus, on passe un gap important. Et donc l'été, juillet-août, il y aura pas mal de navigation, d'entraînement, de validation, une qualif à faire pour la Transat Jacques Vabre, mais qui est simplement qui va être un entraînement Transat Jacques Vabre. Et qu'est-ce qu'on a? On a les 24 heures ultimes courant septembre, et puis Ouais. fin octobre, le départ de la Transat Café l'Or. J'ai dit Transat Jacques Vabre tout à l'heure, Oui, c'est pas tu as bien. beaucoup dit Transat Transat, Café l'Or, tu vas te faire taper sur les doigts, Yves. voilà. Et qui partira fin octobre. Avec un co-skipper qui est déjà choisi? Le co-skipper est choisi, mais il sera annoncé lorsqu'on aura décidé de l'annoncer. D'accord. Est-ce qu'il y a, possiblement l'hiver prochain, un Jules Verne dans les tuyaux ou c'est encore un peu tôt, à ce stade, de votre histoire avec ce nouveau bateau? Non, je pense pas l'hiver prochain, ça paraît un peu tôt. S'il y a un Jules Verne, ce sera plutôt post-route du Rhum que post Transat Jacques Vabre. Là, on va vraiment se concentrer sur la route du Rhum. En fait, l'objectif, pour faire rapide, c'est que les 3 4 mois de navigation qu'on va avoir avant la Jacques Vabre et la Jacques Vabre euh, vont être l'occasion pour nous et pour Anthony surtout, mais pour toute l'équipe, de nous mettre au niveau du bateau, enfin d'être parfaitement à l'aise avec le bateau, de définir ce qu'on souhaite voir évoluer sur le bateau, et pour que dès début 2026, on soit avec la configuration du bateau qu'on aura voulu pour la route du Rhum, et de valider les évolutions qu'on aura fait dans l'hiver 2025-2026. Pour finir justement les évolutions de ce bateau qui a été très optimisé, hein, par le Gitana Team depuis sa mise à l'eau en 2017, hein, est-ce quelles évolutions sont encore possibles? Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire faire, des nouveaux appendices, des nouveaux foils, et c'est quoi les évolutions que vous pouvez imaginer sur un bateau qui a été quand même, très abouti, très optimisé? Bah, c'est ce qu'on voit en fait en, en fait, en échangeant et en regardant attentivement toute la documentation, tout l'historique qui nous a été transmis, on voit bien le niveau euh, d'évolution et la précision avec laquelle le Gitana Team a travaillé pour faire évoluer le bateau. C'est hyper intéressant de regarder les méthodes des uns et des autres, hein, et les priorités qui ont été prises. On commence à avoir une idée assez précise de ce qui serait intéressant de faire. Aujourd'hui, alors, ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir se décider rapidement parce que les engagements techniques, ils prennent du temps, c'est des délais, quelles que soient les solutions, c'est des délais importants, donc il va falloir qu'on se décide rapidement. Mais il y aura probablement des évolutions pour 2026, il y aura des évolutions, mais je peux pas te dire exactement lesquelles il y aura, mais il y en aura, on y travaille en tout cas. Et vous avez maintenant, un vrai design team pour tout ça? On est en train de le construire, ouais. On est en train de le D'accord. construire, en tout cas, heu, d'avoir, un bureau d'études qui se développe, qui se construit et qui se structure. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel on travaille principalement aujourd'hui. En fait, dans le team actuel, l'équipe technique, elle fonctionne parfaitement bien. On a vraiment un groupe qui travaillent, ça fait depuis, pour la plupart, enfin pour beaucoup d'entre eux, ça fait depuis 2015 qu'on travaille ensemble, Mmh. hein. Il y a un noyau qui fonctionne vraiment très bien, auquel il y a pas mal de gens qui se sont rajoutés, mais il y a vraiment un très bon groupe.
Et donc ça, on n'est absolument pas enfin, on est très à l'aise avec notre équipe technique et on voit bien que c'est sur la partie euh, études, recherche et développement que il y a du travail à faire et c'est ce qu'on est en train de travailler et de construire aujourd'hui. L'objectif étant euh, d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Et puis l'objectif qui nous est fixé, c'est la victoire. Bon, la pression est sur Anthony Marchand. Un dernier Et mot, voilà. un dernier mot Yves, en parlant de tes casquettes, est-ce que ce projet avec ce nouveau bateau te donne quelque part envie de retrouver aussi une casquette de navigant que tu n'as jamais perdue? Parce que j'imagine que tu navigues quand même beaucoup encore sur l'Ultime, mais est-ce que, presque un peu plus de 20 ans après ton dernier Jules Verne, tu serais tenté par un autre tour de piste, sur ce bateau? Sur un trophée Jules Verne, écoute, je sais pas si on va se poser, enfin, on va se poser la question. Moi, j'ai déjà une petite idée de la réponse. Quand je vois l'engagement qu'il faut sur ces bateaux pour, enfin, tu vois, le niveau d'engagement, le niveau de charge mentale qu'il faut pour naviguer sur un trophée Jules Verne pendant, on va dire, allez, 40 jours, hein, c'est ça la cible. Mais 40 jours à toc, 40 jours avec quasiment en apnée, quoi, en mode dernière ligne droite de 800 mètres. Je ne suis pas sûr que je sois le plus adapté. Moi, peut-être que naturellement, j'aurais tendance à dire non, ouais, là, les gars, c'est bon, on va assez vite, c'est bon. Et que je pense que si on veut battre leur corps aujourd'hui, il faut pas avoir des gens qui raisonnent comme ça. Donc, je suis pas certain. On va quand même se poser la question, mais j'ai à peu près une idée de la réponse. Allez, place aux jeunes. Merci, beaucoup, Yves. C'était intéressant de parler de ces multiples casquettes. Donc, l'année va être, bien chargée pour toi. Elle commence donc, sur ces navigations en mini, sur la direction de course, sur la Plastimo Lorient Mini. On te remercie et bah, quant à nous, on se retrouve, mardi prochain pour un 204e épisode de Pause Report. À bientôt. Parfait. Merci Axel. À très bientôt à toutes et tous. Merci d'avoir écouté cet épisode de Pause Report. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal et n'hésitez pas à le partager. Si vous souhaitez suivre l'actualité de la voile de compétition, je vous encourage à vous abonner à la newsletter de Tip & Shaft, envoyée chaque vendredi à 17 h. Pour vous inscrire, ça se passe sur tipnshaft.com. À bientôt!